mon compte Thaï, je vois pas les dépenses, mais je sais que par exemple là, depuis le début du mois, je dois être au moins à 40 000, plus ça, je dois être à 50 000 euros pour avoir une vie très très large. Toutes les cultures, si tu veux, sont un petit peu différentes, mais je dirais quand même que ce qui caractérise la Thaïlande, c'est très transactionnel. Tout l'argent que vous ne rapatriez pas sur un compte bancaire en Thaïlande, tout simplement n'est pas taxé. J'ai déjà rencontré des filles qui me disaient est-ce que tu es à même d'entretenir mon style de vie. Elles me disaient voilà, je suis déjà riche, je me montre son compte bancaire, regarde, pas de problème. Juste par contre, je peux pas mettre avec quelqu'un qui est moins que ça. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu différente parce que comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en train de vlogger dans la rue, mais je suis en Thaïlande, plus précisément à Bangkok, et aujourd'hui je suis avec Théophile Hélier. Théophile, comment ça va aujourd'hui? Super, et toi? Merci beaucoup pour cette invitation sur ta chaîne. Je regarde tes vidéos, je les commande d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Ok, bon, c'est parfait. C'est rigolo parce que je vois aussi que tu commentes ma chaîne et puis du coup, on a, je pense, pas mal de similitudes. C'est ça. Et un gros attrait pour Asie du Sud-Est. Exactement. Donc, quand je voyais que tu étais à Bangkok, je t'ai dit, vas-y, viens, on fait une petite vidéo ensemble. Me voilà super. par ici. Non, c'est super cool, en tout cas, un grand merci. C'est un grand pas en avant pour la chaîne. Donc, non, mais pour de vrai, elle est toute nouvelle. Ouais, oui, audience super engagée. Moi, j'aime beaucoup ton contenu, donc je pense qu'on a un petit peu des gens qui sont similaires sur nos deux chaînes. Exactement, et je pense que ça va faire plaisir à mes abonnés ou aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Il y a plein de choses à dire, je pense, sur Bangkok, pour ceux qui veulent aussi s'expatrier ou simple digital nomade, peu importe. Donc on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? S'il y en a qui ne te connaissent pas, bien sûr, j'espère qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Théophile Hélier, je suis expat depuis un peu plus de 10 ans. J'habite en Thaïlande depuis... j'ai passé 1 an à Chiang Mai, donc une petite ville dans le nord de la Thaïlande. Que j'adore. 10 ans. Je suis revenu en Europe et puis je suis ensuite revenu en Asie du Sud-Est, plus particulièrement à Bangkok. Et donc j'ai passé réellement 8 ans en Thaïlande. Donc ça, c'est plus mon parcours en mode expatriation. Et en mode business, j'ai lancé une chaîne YouTube il y a de ça plus de 10 ans. Avant ça, j'avais créé des sites internet où je vendais des fiches de révision pour les étudiants. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a permis de m'expatrier et de vivre en Thaïlande. Incroyable. Et j'ai ensuite proposé des programmes d'accompagnement et de formation pendant des années, chose que je fais toujours aujourd'hui, sauf que j'ai vendu cette entreprise. Et depuis à peu près 3 ans, je fais de l'achat, gestion et revente de business en ligne aux États-Unis. On ouvre d'ailleurs des bureaux à Bali le mois prochain. Donc ce sera l'occasion de se revoir à Bali. Carrément. Cette fois-ci. Carrément. Et voilà, globalement, c'est ce que je fais. Puis j'avais aussi des restaurants que j'ai vendus ce mois-ci, en mars 2025. Et voilà, donc j'avais quand même pas mal de restaurants. On faisait quand même plus de 2500 clients par jour, quand même. Donc, ça en fait de la nourriture. Bébé. Ouais. Et voilà, globalement, c'est ce que je fais. Et puis, après, un petit peu d'immobilier, de bourse, des choses comme ça. Ouais. Ok, je pense que tu as fait une description parfaite. Ça pouvait pas être plus parfait que ça. Du coup, je vais enchaîner avec la deuxième question. Pourquoi Bangkok? Et on peut même, je pense, généraliser. Pourquoi la Thaïlande? Qu'est-ce qui t'a attiré avant de venir ici? Ok. Alors moi, il y a de ça 10 ans, je suis venu pour la première fois parce qu'il y a un site internet qui a attiré mon attention et je pense que tu le connais. Il a changé de nom. Avant, le site s'appelait Nomad List. Et maintenant, c'est nomad.com. Voilà, exact. Et donc, du coup, ce sont des expatriés qui, en gros, mettent voilà, moi j'aime bien tel pays, voici pourquoi, etc. Et donc, il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas du tout des gens comme toi, tu vois, qui partageaient leur savoir sur tel endroit est mieux, tel endroit est mieux. Donc, on ne devait que se référer finalement à des avis un peu comme ça. Et donc, j'ai vu que la première destination, c'était Chiang Mai. Donc, moi, quel hasard, j'y suis allé direct. Et donc, voilà, j'ai fait un aller simple, je suis resté 1 mois, j'ai adoré, je suis revenu en France récupérer quelques affaires, puis après, je me suis expatrié là-bas complètement. Et donc, j'ai passé 1 an là-bas. Donc, mon arrivée en Thaïlande n'était pas du tout un choix... très profond, si je peux dire. C'était juste, j'y vais pas dans le but de m'expatrier, juste j'y vais 1 mois, j'ai besoin de me déconnecter, rester focalisé sur mon boulot. Et je gagnais très peu ma vie, pour être honnête avec vous, il y a de ça 10-12 ans. Les fiches de révision, ça payait pas de ouf, mais assez pour m'expatrier. Mec, c'est déjà la base. Voilà, je gagnais, c'est le début de la liberté. Voilà, 1500, 2000 euros par mois, mais en travaillant vraiment beaucoup. Mais tu vois, je mettais en place des choses vraiment pour le long terme. Donc bref, je suis arrivé en Thaïlande pour ça. Et ensuite, je trouvais qu'il y avait un trop gros choc culturel. C'est pour ça que je suis retourné en Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait eu un trop gros choc culturel pour moi à ce moment-là, à cette époque? C'est un contexte. C'est-à-dire qu'il y a de ça 10 ans, la Thaïlande déjà n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Non, c'est sûr. Chiang Mai
c'est une ville qui est un peu plus reculée, où j'habitais dans un coin reculé d'une ville reculée. Alors peut-être qu'on peut indiquer où se situe Chiang Mai. En fait, c'est dans le nord de la Thaïlande. Voilà, donc tout au sud, vous avez les îles Phuket, Koh Phangan, Koh Samui, etc. Plus ou moins, c'est pas vraiment au centre Bangkok au final. C'est quand même, on n'est pas très loin. Il y a Pattaya. Ensuite, vous remontez un peu 1 heure, vous êtes à Bangkok. Et si vous allez complètement au nord, vous avez Chiang Mai, qui est très authentique, magnifique. Ouais, moi j'adorais parce que je voulais vraiment m'immerger dans une nouvelle culture. Je voulais voyager, je voulais mettre de l'argent de côté aussi. Bien sûr. Et puis je voulais finalement juste une connexion internet, aller au sport et puis travailler depuis chez moi, hein, c'est tout. La vie, c'est La ça, vie simple, la et donc vie simple, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis je louais mon petit scooter et puis je faisais des petits tours de la ville tranquille. Donc ça a duré à peu près 1 an. Ok, intéressant. Et après, au bout d'1 an, je me suis dit, quand même, le choc des cultures est trop fort. Et donc, pour 2 raisons. En fait, la première raison, c'est que je pense que j'étais pas prêt à être un expatrié ou un immigré. Je laisserai le débat dans les commentaires, peu importe. Mais moi, du coup, à ce moment-là, je pense que j'étais pas réellement prêt, tu vois, à une expatriation sur le long terme. Aussi, la Thaïlande n'était pas aussi internationale à ce moment-là, il y a de ça 10 ans. Il n'y avait pas autant de digital nomades qu'il n'y en a aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je suis retourné en Europe. Et j'ai vécu ensuite 2 ans à Malte. Et ensuite, j'ai vécu 1 an à Marbella, en Espagne. Ouais. Et ensuite, je suis revenu à Bangkok. Et donc, je suis ici maintenant depuis 7 ans et demi, bientôt 8 ans. Ok, intéressant. Intéressant pour Malte, parce que j'ai vécu en cumulé à peu près 6 mois à Malte. Donc, je connais très très bien, j'ai des potes maltais. Donc, c'est un coin que je connais très très bien. Mais bon, c'est pas le suivi du jour, on est plus sur la Thaïlande. Mais, et donc, si tu veux, maintenant, je peux te dire pourquoi j'ai décidé de rester. Ouais. Parce que du coup, j'ai découvert la Thaïlande comme ça. Ouais. Mais j'ai aussi, tout comme toi, beaucoup voyagé. J'ai fait... Pour être honnête avec vous, j'ai une application qui s'appelle Bean. Ouais, je l'ai aussi, je l'utilise. Je crois que j'ai, je sais pas, 35 pays visités. T'es à combien de pourcents ? Parce qu'il y a un pourcentage, pour ceux qui connaissent pas, Bean, c'est une application, en fait, vous cochez les pays que vous avez déjà visités. Et automatiquement, ça va vous faire un pourcentage du monde que vous avez visité, tout simple. Moi, je crois que je suis à 15%. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, t'as rien vu. Ouais, de ouf. Donc en gros, voilà, j'ai un peu voyagé. En fait, j'ai fait souvent des destinations où je me disais, est-ce qu'une potentielle expatriation est possible ? Je suis rarement parti en voyage en mode, c'est que le kiff, machin. Pas du tout. Plus vraiment en mode, comment les gens vivent ? Est-ce que la culture m'intéresse ? Est-ce que j'aime bien manger là ? Est-ce que je me verrais vivre là ? Est-ce que je me verrais passer plus de temps ici ? Est-ce que je me sens bien ? Ouais. Et donc, j'ai fait beaucoup de pays où il y avait une potentielle expatriation possible. Ouais. Et donc, après tout ça, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que déjà Bangkok a beaucoup changé. Parce que Bangkok, maintenant, versus il y a de ça 10 ans, ça évolue. Mais moi, il y a de ça 10 ans, c'était la ville que je détestais le plus. Bangkok. Ça m'étonne pas. Bangkok, comme Dubaï, attire des personnes qui, typiquement, voilà, dans certains pays aux alentours de l'Asie, ou même en Russie, etc., quand il y a un peu de stress, on va dire économique, dans certains pays, les gens se redirigent vers des destinations qui sont un peu plus calmes, un peu plus posées, avec une fiscalité plus douce, etc. Et donc, quand il y a un peu de stress dans le monde entier, les gens vont s'installer dans des destinations. Et l'une d'entre elles, c'est aussi Bangkok en Thaïlande. Et aussi Phuket, pour tout ce qui est la communauté russe, etc. Et donc du coup tout ça pour vous dire que pourquoi est-ce que je suis resté ici ? Parce que je me suis lié d'amitié avec des gens, parce que j'ai eu des relations amoureuses, parce que j'ai ouvert un et puis plusieurs restaurants après, donc ça a été une tu t'es fait ton réseau en fait, progressivement. Voilà. C'est ça, et puis au final je me sentais bien ici, et puis je pense que c'est un peu comme une relation amoureuse en fait. Vous vous rendez pas compte que vous êtes amoureux jusqu'au moment où vous avez plus ce truc-là. C'est-à-dire que si la destination vous manque, vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans cette ville, c'est que c'est peut-être le moment de poser vos bagages. Donc moi, tout comme toi, alors je ne sais pas exactement si maintenant tu es posé à un endroit particulier, mais moi j'ai mis 4 ans de voyage, tu vois, avant de réellement me dire ok, alors, faut que je me pose. C'est marrant parce que ça fait 4 ans que je voyage. Et là justement, je pose mes valises bientôt, au moins 6 mois dans l'année. Ça arrivera prochainement sur la chaîne, donc je vais pas en dire plus, même s'il y a certains qui s'en doutent déjà. Mais non, c'est marrant. Sur les voyages, c'est à peu près similaire, toi et moi, parce que moi, tu vois, ça fait 4 ans là officiellement. Donc, Ok, donc peut-être qu'à un moment donné, tu vois, tu as un peu plus de stabilité, c'est ça. Un peu plus aussi de temps pour être focalisé sur ton business. Donc moi, c'est aussi ce que je ressentais. Alors, je sentais qu'un voyage, je prenais beaucoup de plaisir. C'est éphémère, un petit peu. Oui. Les relations sont éphémères, les gens que tu rencontres, etc. Tu sais que ça va s'arrêter au bout d'un moment. Donc c'est dur de construire des amitiés solides, même si tu peux quand même, mais c'est juste que tu vois pas les gens souvent. C'est un petit peu compliqué, donc je comprends tout à fait. Là. Si tu veux, je leur dis les avantages et les inconvénients de la Thaïlande. Allons-y, allez, boum, on envoie direct comme ça, c'est parfait parce que je pense qu'ils attendent que ça. Donc, juste avant, j'aimerais rebondir sur un truc. Quand tu es arrivé à Chiang Mai, est-ce que tu as eu un choc culturel ? Est-ce que tu t'en as un petit peu parlé ? Parce que du coup, tu es resté 1 an avant de retrousser chemin.
Qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui a été difficile en soi? Je pense que ça, c'est important de le préciser, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui plaquent tout du jour au lendemain et ils se retrouvent dans un pays qui est radicalement opposé. Pour le coup, l'Asie, c'est très différent. Donc c'est important d'appuyer sur un peu ce qui peut, nous en tant qu'Européens en tout cas, nous choquer, nous perturber au quotidien. Eh bien je dirais que même encore aujourd'hui, il y a des choses en Thaïlande qui sont très différentes de la vision de nous les Occidentaux. Et donc je peux balayer rapidement les différents chocs culturels. Je vais vous en citer quelques-uns. Le premier par exemple, ça va être les relations hommes-femmes. Ouais. Ça va être aussi la langue. Ouais, ça, c'est sûr. Ça va être aussi la nourriture, parce que nous, en tant que Français, on est quand même très attachés, c'est important pour nous, l'aspect culinaire. Donc, gros changement aussi par rapport au climat, parce que moi, je vivais à Lille, dans le nord de la France, et donc, la Thaïlande, il fait super chaud, super humide, saison des pluies, et puis ensuite, pollution à balles, donc gros choc aussi par rapport à ça. Au niveau des relations aussi amicales que vous pouvez avoir avec... d'autres personnes, eh bien, je pense aussi que toutes les cultures, si tu veux, sont un petit peu différentes, mais je dirais quand même que ce qui caractérise la Thaïlande, ça va être l'aspect où il y a beaucoup de relations qui sont transactionnelles. Oui, donc que ce soit sur l'amitié ou l'amour. Et si tu veux, on pourra rentrer un peu plus dans le sujet de l'amour après en Thaïlande et des relations hommes-femmes, etc. Mais en gros, c'est très transactionnel. Pas simplement... il y a des... Voilà, pas forcément se rendre dans un endroit pour avoir un service, mais vraiment, vous avez une relation amoureuse avec une Thaïlandaise, ça va être plus transactionnel que ce que vous pourriez trouver en Europe de l'Ouest. Je confirme. Donc voilà, il y a ça à l'époque que j'apprenais. Même chose par exemple avec le mariage. Bon, je ne suis pas marié, mais en Thaïlande, quand vous vous mariez, en fonction de l'âge de la femme, en fonction de son statut social, vous devez déposer plus d'argent sur la table devant les invités. Et puis aussi en fonction de la famille, soit elle va prendre une partie de cet argent, soit elle vous le redonne, ou soit elle le met sur un compte pour le couple et la famille. Okay. Donc il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Même chose, nous en Europe, quand nos parents sont vieux, on les envoie dans une maison de retraite. Ici en Thaïlande, c'est pas du tout comme ça. On les garde et puis on leur envoie de l'argent, etc. C'est pas du tout la même chose. On prend soin d'eux. C'est ça. Ouais. Donc beaucoup de choses comme ça, très différentes. Mais par contre, du coup, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le choc des cultures, c'est que comme on est très différents, tu augmentes ton niveau de tolérance énormément. Et moi, la Thaïlande m'a appris beaucoup de choses, mais numéro 1, la tolérance. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça m'a appris la même chose. Ouais. C'est assez impressionnant. Ok, hyper intéressant. Du coup, tu voulais lister un peu les avantages et inconvénients sur la Thaïlande. Donc, tu peux y aller, je t'en prie. Ok, donc déjà, je tiens à dire tout de même que moi, je vis ici depuis longtemps. Je parle un petit peu la langue, je dirais à 20%. Donc j'aime beaucoup ce pays, mais je vais quitter Bangkok, je vais me diriger progressivement vers les îles de Thaïlande parce que je suis de plus en plus sensible à la pollution, comme j'habite ici depuis longtemps. Donc c'est un des premiers points que je vais vous citer, c'est la pollution. À Bangkok, elle est très forte, il y a des pics qui sont très forts, et donc plus vous avancez dans l'âge, plus vous êtes sensible à la pollution. Et c'est très puissant. Moi, ça fait 7-8 ans du coup que je suis à Bangkok et mon nez est constamment enrhumé. T'en souffres ouais, c'est relou. Ça, donc, et puis même sur la santé, etc., c'est vraiment pas bon. C'est pas juste le nez bouché, c'est juste que c'est relou. Et donc, qu'est-ce qui est lié à la pollution ? Déjà, c'est le trafic. C'est le bordel à Bangkok niveau trafic. Ouais, clairement. Donc, si vous habitez à Bangkok, il faut vraiment vivre sur l'artère principale qui s'appelle Sukhumvit, où vous avez accès finalement au métro aérien qui s'appelle le BTS. Mais par exemple dans mon cas, j'ai fait le choix d'avoir une voiture avec un chauffeur parce que je suis à l'arrière et je travaille sur mon téléphone. Bien sûr. Mais je me dirige que dans des endroits que je connais, dans des moments où je sais qu'il y aura moins de trafic, mais ça m'arrive tout de même de me faire un petit peu piéger. Tu te fais piéger parfois. Donc je dirais inconvénient de Bangkok en particulier, c'est pollution et trafic. À noter que la pollution vient, je dirais, à peut-être 50% quand même des champs qui sont brûlés dans le nord de la Thaïlande. Et du coup, il y a une saison, il y a à peu près 2 à 3 mois par an où il y a un peu plus... Non, où il y a vraiment plus de pollution que le reste de l'année. C'est violent. Ouais, c'est vraiment violent. Est-ce qu'il y a aussi des industries autour de la ville ? Ça, c'est la question que je me pose. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à Kuala Lumpur, c'est interdit. C'est pour ça qu'à Kuala Lumpur, moi, quand j'y suis resté 6 semaines, je me suis dit « Waouh, je respire bien ici ». Je sentais vraiment la différence et c'est qu'en fait, les industries sont interdites autour de la ville. Donc je ne sais pas si c'est le cas à Bangkok, je ne pense pas vu l'état de l'air. Donc ça doit être, tu te rends compte, tu as le trafic,
plus automatiquement voilà, les industries qui y a autour, plus les champs qui font cramer. Combine les trois ensemble. Ouais, donc ça donne ce cocktail explosif. Donc voilà, inconvénient de Bangkok, c'est vraiment ces deux aspects-là. Et pour certains, après, ça va être le choc culturel, mais ça, bon, après, si vous choisissez la Thaïlande, c'est un... Ouais. Est-ce que tu peux aller un peu plus en détail sur le choc culturel ? Genre, je sais que moi, c'est marrant parce qu'on tourne cette vidéo à Bangkok. La première destination que j'ai fait en Asie, c'était il y a un peu plus d'1 an, et c'était Bangkok. Je suis resté un mois. Je suis arrivé, j'ai posé les valises ici. Et moi, c'est sûr que quand tu arrives à Bangkok, bon, déjà de 1, c'est la Thaïlande, donc c'est complètement différent, mais c'est tellement immense. Il y a du bruit, il y a la pollution, il y a ce que tu viens de citer au final. Et là, j'ai quand même pris une petite claque. Pourtant, je voyage pas mal, mais ouais, non, c'était assez impressionnant. Donc toi, qu'est-ce qui t'a étonné là-dessus ? Je dirais que déjà moi quand je suis arrivé à Bangkok pour la première fois il y a de ça 10 ans, c'était une ville qui était honnêtement plus sale que maintenant. Ouais, j'imagine. Il y avait aussi beaucoup moins d'argent globalement. Et je dirais qu'il y avait aussi beaucoup moins d'intérêt pour les business adressés aux étrangers. Tandis que maintenant il y a énormément de services pour les étrangers. Par exemple, tout de A à Z honnêtement. En fait je trouve que ce qui est quand même génial dans la culture thaïlandaise, c'est ils ont le sens du service. Si vous avez besoin d'aide, n'importe qui, même vous marchez dans la rue, vous demandez, on va vous aider. Alors que dans certains autres pays d'Asie ou même d'Europe, on va même pas vous donner l'heure, quoi. Donc, c'est y a quand même, très représentatif ce que tu viens de dire. Ouais, il y a quand même, je dirais, un gros avantage en Asie du Sud-Est et plus particulièrement en Thaïlande et même chose aussi à Bali. Ouais. Les gens veulent vous aider. Pourquoi ? Parce que ils savent que vous apportez aussi de la valeur en retour à leur pays. Moi, le fait que je baragouine un petit peu la langue, ils se disent, ils s'intéressent à ma culture. Ouais. Et ce qui est vrai, j'adore la culture thaïlandaise. En tant qu'expatrié ou immigré, c'est vraiment, waouh, le sens du service est littéralement décuplé. Je le vois, mon chauffeur, il est beaucoup plus que chauffeur. Je le vois quand je suis dans une relation amoureuse, la fille, elle est beaucoup plus que juste avec toi. Elle va t'aider sur tout. Elle se dit, comment est-ce que je peux faire pour que cet étranger qui est loin de sa famille puisse réellement se sentir bien. Donc il y a ça, pareil le staff à la réception de mon condo ou même plein d'autres. C'est pas parce que celui-là est forcément plus cher que les autres que dans d'autres vous n'allez pas être bien traité. C'est vraiment dans la culture, ce fait de vouloir aider. Donc honnêtement ça c'est top. Je dirais qu'un inconvénient maintenant c'est vraiment ces relations qui sont parfois commerciales. Moi j'ai des amis thaïs, j'ai des amis qui sont, on appelle ça des ISO, donc ce sont des Thaïlandais qui sont issus de familles qui sont fortunées, qui sont très aisées. Il y a une distinction sur les castes sociaux en Thaïlande qui se fait parce que c'est un pays dans lequel il y a un énorme écart sur la richesse. Ça c'est vrai. Le top 1% des Thaïlandais, combien est-ce qu'ils gagnent par mois versus le top 1% des Français, combien est-ce qu'ils gagnent par mois. Je sous-entends pas que les Thaïlandais gagnent plus, loin de là, je dis simplement que l'écart en fait est beaucoup plus fort. Drastique. Donc il y a vraiment des offres en fait à Bangkok qui sont faites que pour ce caste de personnes et le reste de la Thaïlande qui est fait pour monsieur et madame tout le monde. Donc je dirais que l'avantage c'est que vous pouvez choisir de vivre pour $1,000 ou 1 000 € par mois, comme vous pouvez choisir de vivre pour $100 000 par mois. Voilà. Il y a vraiment ces deux offres et ça c'est ce que j'aime en fait finalement en Thaïlande, c'est que moi j'adore manger mon petit pad thaï à $3 et d'autre côté me faire un resto gastronomique à $300. Il y a vraiment ce choix. Ouais. Donc ça j'adore. Je dirais que maintenant un inconvénient, voilà, pour revenir sur les relations transactionnelles, c'est vraiment quand vous avez des amitiés ou des relations amoureuses, le cadre de qui vous êtes joue énormément dans les gens qui vont vous approcher, la manière dont ils vont vous traiter. C'est vraiment flagrant. Ouais. Vraiment flagrant. Ouais, je suis d'accord, ça c'est J'ai déjà rencontré des filles qui me disaient est-ce que tu es à même d'entretenir mon style de vie. Pas que je m'intéresse à ton argent, elle me disait voilà, je suis déjà riche, je me montre son compte bancaire, regarde, pas de problème. Juste par contre, je peux pas mettre avec quelqu'un qui est moins que ça. Donc c'est vraiment, et même si elle présente à ses parents quelqu'un de normal, ses parents diront non. Ouais. Donc il y a vraiment le cet statut aspect social qui est très important, plus qu'en France là, pour le coup, si on compare à la France, c'est radicalement opposé. Ok. Même chose avec mes amis thaïlandais, c'est vraiment en mode où est-ce que tu habites. Donc pour connaître le caste social des personnes, en fait, en Thaïlande, on ne demande pas... En France, les gens aiment bien dire combien est-ce que tu gagnes, combien est-ce que tu as. En Thaïlande, c'est plus subtil, on demande dans quel quartier vous habitez, tu habites dans quelle tour, et tu habites à quel étage de la tour. Parce que plus vous êtes haut dans la tour, plus ça coûte cher. Donc, si vous êtes dans le meilleur quartier, dans la meilleure tour, au meilleur étage, vous êtes dans une caste sociale qui permet de connecter avec des personnes qui, eux aussi, s'expriment comme ça. Donc...
Je dirais qu'en Europe, c'est plutôt peut-être combien tu gagnes, combien tu as. En Asie, c'est plutôt où est-ce que tu vis. Les montres aussi, ça joue beaucoup. Ah ouais, énorme avantage globalement en Asie. Et en Thaïlande, moi je connais très bien, c'est la sécurité. Wow. Ouais, ça c'est number incroyable. one. C'est Number one. incroyable. Particulièrement en Thaïlande, hein, pour avoir quand même beaucoup bougé en Asie. C'est vrai qu'en Thaïlande, enfin, je veux dire, à Bangkok, t'es quand même sur une ville immense. Tu te dis, il y a au moins, genre, je vais me faire voler un truc un jour. Tu vas au café, les gens laissent tout traîner. Tout traîner. Et ça c'est ce qui me marque vraiment en Thaïlande, c'est que tu vois qu'il n'y a aucune culture du vol. On ne vole jamais, il y a zéro. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est dur à trouver, même dans les autres pays d'Asie. Oui. Alors, globalement, c'est assez safe. Hein, c'est plus safe que la France. Vous faites oui, pas de... ça, je pense qu'il n'y a pas de question. Mais à moins d'habiter dans le fin fond de la France, dans un village avec 6 habitants, mais c'est sûr que en Thaïlande, c'est vraiment... pour moi, c'est... peut-être avec Singapour, bien évidemment, c'est kiff-kiff, quoi. Il se passera rien. Franchement, moi, j'ai vu très très peu de choses... même dans des environnements où il peut y avoir finalement tous les cocktails réunis pour générer des tensions, il n'y en a pas. Ouais. Tout est très vite désamorcé. Et puis l'avantage aussi que toutes les relations beaucoup de relations sont quand même transactionnelles, c'est que si vous arrive quelque chose, un petit billet, et puis ça peut souvent désamorcer des situations qui ne seraient pas résolvables autrement. Intéressant. Donc ça a quand même un petit peu ses avantages si vous comprenez les règles et que vous savez jouer dans ce sens-là. J'ai une anecdote, il y a de ça 10 ans. Allez, mon propriétaire du Airbnb dans lequel je restais à l'époque est venu me chercher à l'aéroport. Je m'arrête dans un 7-Eleven et je sors du 7-Eleven. Il y a une fille sur un scooter qui me fait un sourire. Moi, je regarde derrière moi, je me dis, mais à qui elle sourit ? Elle me regarde, elle fait, c'est toi. Et je me suis dit, mais c'est marrant, les gens sourient naturellement. Ouais. Et ça, dans votre quotidien, déjà, ça joue énormément. À la suite de ça, le propriétaire du Airbnb me conduit dans le logement. Et quand j'arrive, il me dit, ouais, je t'ai préparé un scooter en bas. Si tu veux, on se revoit demain. Je t'explique un peu comment marchent les trucs du condo, parce que je voulais juste dormir. Je descends en bas, je vais prendre le scooter. Il y a le casque, la clé dessus. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? Et il me dit, mais si c'est à toi, qui va te le prendre ? Je dis, ah ouais, c'est ouf. Ouais. Et le lendemain, on va manger ensemble, on revient dans mon appartement et il voit que c'est fermé. Il me dit, pourquoi t'as fermé ? Je dis, parce qu'il faut fermer. Il me dit, mais pourquoi t'as fermé ? Et ici, on ferme pas. Et c'est vraiment dans cette culture de, il n'y a pas de vol. Et puis à Chiang Mai, même encore maintenant, vous allez dans des cafés, des restos, etc. Très régulièrement, il y a encore des clés sur des scooters avec des casques, etc. Moi, je suis un expert pour laisser la clé de mon scooter sur le scooter. Voilà, je l'ai fait au Vietnam, en Thaïlande, de partout. Bon, maintenant, je fais attention, mais il m'est jamais rien arrivé, bien entendu. Donc, et souvent, d'ailleurs, le gars du café dans lequel j'étais ou autre, il prenait la clé, il la mettait dans un coin. Et au moins, dès que je revenais, il me disait, ah, t'as oublié ta clé. Donc, la sécurité, le bien-être... la sécurité, honnêtement, ça joue énormément. D'autant plus quand vous voulez vous accorder un style de vie qui est peut-être supérieur à ce que la moyenne des gens peuvent avoir, parce que du coup, parfois, vous vous sentez un peu coupable, ou parce que parfois, vous dites est-ce que ça va être mal perçu, etc. En fait, pas du tout. Il n'y a vraiment pas de tension sur les castes sociaux, c'est juste comme ça, tout simplement. Et donc, la sécurité, ça joue énormément. Franchement, c'est top. C'est top. Ok, génial. Bon, on a plein d'infos déjà sur la Thaïlande. On va enchaîner un peu avec la vie quotidienne à Bangkok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta routine ici, ta routine d'entrepreneur ? Ouais. Moi, je me lève relativement tôt. Et en gros, le matin, je reste souvent chez moi. J'ai mon meilleur ami qui vient à la maison prendre le petit café. Ok. Alors, tu dis tôt ? C'est quelle heure tôt ? Moi, je me réveille vers 7h, 7h30 max, naturellement. Puis mon meilleur ami vient le matin, parce qu'il vit aussi dans la même tour. Et il vient à la maison, on prend un petit café ensemble, on regarde des vidéos YouTube, tranquille, on boit le Slow petit morning. Café. Voilà, tranquille. Petit déjeuner, puis ensuite destruction de la salle de sport en bas. Et ensuite, une petite douche. Et puis ensuite, soit on va au resto, soit je travaille l'après-midi. Je dirais que je travaille honnêtement, 4 jours par semaine. Mais il y a des périodes où c'est 7 jours sur 7. Par exemple, là, je reviens, j'étais à Singapour, juste avant j'étais à Bali. Bon, c'était 2 semaines hardcore, 7 jours sur 7, 10-12 heures de travail par jour. Voilà, il y a des périodes. Globalement, ma routine, je dirais si je devais lisser sur l'année, c'est plutôt ça. Okay. Donc l'après-midi, travail. Ça peut être soit écrire des vidéos, ça peut être soit parler avec mes équipes. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a sous gestion différents sites internet dans différentes thématiques aux États-Unis. On a quand même pas mal de staff.
Donc il faut parler avec ce staff, etc. Après, profiter quand même de la vie, quoi. Je dirais qu'ici, mon style de vie, ouais, top. Déjà les massages, génial. C'est simple, c'est quasiment 10 tu descends fois en bas moins de cher chez qu'en toi. France. Ouais, c'est clair. Voilà. Shopping. J'avoue que j'aime bien le shopping. Shopping à Bangkok, les gars, c'est... Je dois avouer que ça m'embête de le dire, mais shopping, j'aime beaucoup. Voyage, ce que j'aime bien avec Bangkok, c'est qu'il y a quand même un hub aérien qui est ultra bien En servi. Asie, de manière générale, je trouve qu'on est sur les avions, on est au top, tu vois, sur les vols, tu peux aller de partout, etc. Amérique latine, c'est des fois un peu plus compliqué. Okay. Là, vraiment, je trouve que l'Asie, c'est vraiment numéro 1 là-dessus. Parfait, tu vois. Bangkok, Singapour, même Saigon, enfin tu vas j'adore partout. L'aéroport de Singapour. Wow. C'est plus avec la fontaine, la cascade au milieu là, incroyable. c'est un des plus beaux. Je me demande s'il n'a pas été élu plus bel aéroport du monde, il me semble. Ok pour la routine. Là maintenant, je vais te poser une question. Je pense que c'est la plus belle question ou la question la plus Dis-moi. Du podcast. Combien dépenses-tu une fourchette, bien évidemment, sur un mois à Bangkok? Alors, tenez-vous prêt, installez-vous confortablement, mettez-vous bien dans votre canapé. C'est vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, honnêtement. Après, la notion de beaucoup, ça dépend des gens aussi. Ouais. Donc on va voir je pense que ce sera beaucoup ton beaucoup. Tout le monde. Ok. Ce sera beaucoup pour tout le monde. J'utilise pas trop ma carte. Mm-hmm. On est le combien du mois aujourd'hui? Le 25. Ouais. Là, pour l'instant, sur ma carte, là, il y a quoi? Je suis à 9000, mais là, j'ai vraiment pas beaucoup dépensé avec ma carte. Ouais. Il est marqué par rapport au mois précédent, j'étais à la même période à 25 000 euros déjà. Okay. Mais j'utilise pas ce compte-là vraiment. J'utilise plutôt mon compte taille. Mm-hmm. Et mon compte taille, je vois pas les dépenses, mais je sais que, par exemple, là, depuis le début du mois, je dois être au moins à 40 000, plus ça, je dois être à 50 000 euros. On est au 25. Ok, donc sur un mois pour vivre 60 000. dans le... Pour vivre, ouais. Pour survivre. pour avoir une vie très très large. Oui, voilà. bien entendu. Donc il y a ça. Donc 60 000 si on doit mettre un chiffre. Okay. Sachant que je suis propriétaire de ma résidence principale. Okay. Là j'ai vendu mes restaurants, mais sinon avant je mangeais dans mes restaurants, donc on se faisait des discounts, donc on payait moins cher. Donc 59 000. Voilà, c'est ça. En gros, qu'est-ce que ça inclut Ça inclut tous les voyages, les meilleurs hôtels. Ça inclut aussi les billets d'avion en business, en first. Ça inclut les beaux restos. Les beaux restos. Ça inclut les invitations à droite à gauche. Quand j'ai un groupe d'amis ou peu importe. Ou alors que j'ai de la famille, par exemple, j'envoie de l'argent à ma famille aussi. Voilà, donc, génial. Il y a ça qui compte. Je fais aussi des donations, pas tout le temps, enfin pas tous les mois, mais quand j'en fais, c'est plus significatif. Je donne davantage aux enfants pour leur éducation en Thaïlande. Qu'est-ce que je fais d'autre dans ces... Honnêtement, il y a au moins, sans déconner, je veux pas abuser, il y a au moins 15 000 euros par mois de shopping. Je vais pas vous mentir. Minimum. Dans de la maroquinerie, dans des montres. Voilà. Dans du bien-être aussi. Important, ça c'est intéressant. Dans des traitements, je sais pas, je dépense peut-être 1500, 2000 euros par mois dans du bien-être. Ok. Voilà, donc ça coûte pas cher, mais des suppléments. Après, c'est plutôt des traitements. Par exemple, ce mois-ci, j'ai fait du micro-needling, donc ce sont des toutes petites aiguilles qui vous rentrent dans le visage. J'ai refait du botox. Qu'est-ce que j'ai fait Je fais énormément de massages dans des superbes spas, donc vous pouvez vous faire masser en Thaïlande pour 10 euros, voire même 5 euros. Ouais. Moi, je vais plutôt dans des spas où ça va coûter entre 30 à 200 euros, mais ce sont vraiment des environnements exceptionnels. Par exemple, vous êtes massé directement dans un building qui est au-dessus de la mer, des trucs comme ça. Ouais, c'est le package. Voilà, ton esprit est ailleurs. Voilà, c'est vraiment des voyages spirituels excellents. Beaucoup de staff en vrai. Beaucoup de staff. Ma maid, mon chauffeur. Ouais. Beaucoup de voyages. Avant, je dépensais beaucoup en soirée. Okay. Et j'étais un gros fêtard, je dirais, pendant à peu près 3-4 ans. Ouais. Et puis un jour, j'ai rencontré des gens dans la restauration et ils m'ont montré combien ça rapportait. Et en fait, mon cerveau a switché. C'est incroyable. Je me suis dit, je ne veux plus être le gars qui dépense dans les clubs ou dans les restaurants. Je veux être celui qui détient les restaurants. Bien sûr. Et voir les gens dépenser parce que j'ai beaucoup plus de plaisir finalement à créer de la valeur plutôt que à boire des caisses de champagne ou pas être bien le lendemain. C'est sûr. Mais voilà, j'avais besoin aussi de cette période sur le plan personnel de faire un peu n'importe quoi pour me dire c'est bon, je l'ai fait. Et puis ensuite passer à autre chose. Donc je dirais que honnêtement sur les 60 000 euros, il y a quasiment très peu en alcool, etc. C'est plutôt
en expérience, en voyage. Ouais. Ok, incroyable. Bon, maintenant qu'on a brisé la glace, on peut enchaîner. Est-ce qu'il y a des habitudes thaï que tu as pris, tu vois? Est-ce que, tu vois, complètement différentes de ce que tu avais l'habitude de faire? Ça peut être des habitudes quotidiennes ou autres. Ouais, je dirais que c'est ma manière de parler aux gens. Okay. Comme je le disais au début de notre petit podcast, c'est ma tolérance. C'est-à-dire que on vient pas tous des mêmes milieux, on n'a pas tous les mêmes références. Et donc, j'essaye d'adopter un discours qui est le plus neutre, dans le sens où je veux qu'entre ce que je pense, ce que je dis, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, qu'il y ait le moins d'interférences. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'un enfant puisse comprendre ce que je dis, Okay. que ce soit le plus clair possible. Donc, ça, je pense que c'est aussi de par le fait qu'on fait des vidéos. Ouais, mais la Thaïlande, ça m'a vraiment appris à communiquer de manière limpide. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est hyper important ça. Surtout, on peut généraliser à l'Asie d'ailleurs. Hein. Parce que moi, c'est souvent que je me fais pas comprendre et c'est là où je me dis réexplique. Ouais, de manière très simplement. simple. Voilà, c'est ça. Donc, je dirais qu'il y a ça. Je dirais que la Thaïlande m'a transformé sur aussi les relations hommes-femmes. Ok. Tu peux aller en détail? Ouais, bien sûr. En tant qu'occidentaux et aussi femmes occidentales, il y a beaucoup de ce rapport un petit peu d'équité, d'équilibre, un peu plus en mode chacun peut être indépendant, sauf que en Asie c'est très complémentaire. C'est-à-dire que la femme va pas essayer trop de challenger le gars sur la place qu'il peut occuper dans un couple, mais du coup la fille va avoir des attentes envers le garçon, qui sont, alors pour quelqu'un qui est européen, qui est jamais venu en Asie, il va se dire les Asiatiques n'en veulent que à votre argent. C'est vrai qu'elles en veulent, qu'elles expriment plus clairement qu'elles ont un besoin en termes de finances, tout simplement. Mais par contre, ça rend aussi parfois les choses beaucoup plus saines. C'est-à-dire que si c'est clair, en fait c'est clair. Tandis que pour avoir aussi eu des relations avec des filles d'autres continents, d'Amérique latine ou d'Europe, c'était jamais réellement dit et parfois ça crée un malaise. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'a changé en Thaïlande dans les relations, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce que la personne attend, que ce soit d'un point de vue finance, que ce soit d'un point de vue effort, que ce soit d'un point de vue aussi du comportement que tu vas avoir avec les autres. Ok. Voilà. Donc voilà, ça m'a appris beaucoup. Et globalement, ouais, c'est tout. Après, en termes d'habitude, le why aussi. Ouais, je fais régulièrement le why à mes staffs, etc. pour leur montrer que je les respecte. Je pense que c'est important. Et mon ouverture d'esprit. Je pense que ça, c'est quelque chose au quotidien. Je m'intéresse beaucoup aux gens. Et la Thaïlande m'a encore plus rendu curieux des gens, les profils de personnes aussi différents, très très différents. En Thaïlande, c'est très... le terme exact en français, c'est éclectique. C'est très différent. C'est très... c'est pas que les mêmes profils qui sont ici. C'est des profils très 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 différents les uns des autres. Ouais, ça m'a rendu plus curieux sur le profil des gens, le parcours des gens. Ils ont des histoires quand même incroyables. Par exemple, je te donne l'exemple de Singapour. Ouais. À Singapour, tout le monde a fait la même chose. Tout le monde a fait une école dans le domaine de la finance. Tout le monde veut travailler dans une banque. Tout le monde veut faire un prêt, acheter son condo et fonder une famille. C'est tout. Donc si tu veux, c'est très bam 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 bam. Tandis qu'en Thaïlande, ça part un petit peu dans tous les sens. Ouais. J'ai eu une phase où dans la Thaïlande, je me disais c'est trop le chaos, c'est trop le bordel, ça m'énerve. J'aime bien les trucs un peu carrés. Quand tu vas au Japon ou quand tu vas à Singapour, tout est propre. Et quand tu vas en Thaïlande, des fois, par exemple dans ma rue, c'est super clean. T'as des beaux trottoirs, t'as pas de câble électrique, etc. Ouais. Par contre, vous roulez 10 minutes plus loin. Moi, même 5 minutes. Hein. Voilà, c'est le bordel. C'est le bordel, ouais. Mais en fait, il y a un truc que j'adore, c'est que du chaos, du désordre, naît les opportunités. Ça veut dire que pourquoi est-ce que c'est aussi bien et différent ? Parce que justement, il y a des gens très différents qui ont créé des choses différentes. C'est pas lisse. Et donc, ce que j'aime, c'est aussi ça. Donc, si vous êtes quelqu'un qui, tout comme toi, tout comme moi, aimez les choses qui sont différentes, les opportunités, ici, il y a quand même des choses... Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est top. Et puis aussi, en termes de business, ici, j'ai fait quand même pas mal de business en Thaïlande. C'est vrai que les gens me connaissent peut-être par le biais de ma chaîne YouTube, mais je me suis construit, je dirais, de moitié en Thaïlande quand même, avec des business physiques ici.
Donc, Beaucoup d'opportunités en fait. beaucoup d'opportunités, honnêtement, ouais. Ouais. Et c'est pas dur de faire des affaires, quoi. Enfin, c'est pas dur. Ah non. Dans le sens, c'est voilà, si t'as un C'est- projet, etc., tu peux le monter. Ouais, je trouve ça relativement simple. Pour acheter un appartement, vous le visitez le lundi, le mercredi, c'est à vous si vous avez payé, quoi. Voilà. C'est beau ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ok, intéressant. Et toujours sur Bangkok, comment t'as fait ton réseau ici? Est-ce que tu peux nous donner un peu Ouais. il y a peut-être des lieux qui sont mieux que d'autres Ouais. pour se faire un réseau d'entrepreneurs, par exemple? Bien sûr, c'est une très bonne question. Alors, pour les gens qui viennent à Bangkok, qui sont francophones, qui veulent connecter avec d'autres francophones du domaine du business en ligne, deux choses. Ça va être plutôt les restaurants dans lesquels vous allez aller, qui sont souvent détenus par des Français. Donc, vous avez des restaurants comme Mozza, vous avez des restaurants comme Pastel, vous avez des restaurants comme Cocotte, vous avez des cafés dans lesquels les gens se rejoignent. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme café? Il y a un super café qui s'appelle Dark, qui est très très sympa, dans lesquels il y a souvent des gens qui viennent bosser online. Ok. Donc, ne serait-ce qu'en visitant ces adresses, vous allez rencontrer des francophones qui font du business. Ok, des petits hubs, quoi. Ouais. J'ai un ami aussi qui s'appelle Paye Henry, qui organise aussi des meet-up plusieurs fois dans l'année. Au départ, ça a commencé avec des dizaines de personnes. Maintenant, il fait ça avec quasiment des centaines de personnes. Donc, top. Je recommande pas forcément les groupes d'entrepreneurs français sur Facebook en mode les Français expats en Thaïlande, c'est trop large. Je préfère personnellement aller dans les endroits que je vous ai recommandés. Dans le réel, quoi. Tu vas au Voilà. restaurant, dans un coworking Voilà. ou autre, et ok. Donc très sympa. Et le réseau, après, comment est-ce que vous pouvez le faire? Je dirais que ça va être sur Instagram. Parce que vous avez beaucoup d'entrepreneurs aussi qui montrent qu'ils sont à Bangkok. Et vous pouvez les contacter. Et puis, honnêtement, ici, je trouve que la grosse différence avec d'autres destinations où il y a beaucoup d'entrepreneurs francophones, c'est que ici, je dirais à Bangkok, pour avoir vécu dans plusieurs hubs et passé du temps dans plusieurs hubs, les gens ici sont vraiment en mode entraide. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai expérimenté aussi, je confirme. Vraiment en mode entraide. Je pense que c'est issu de la culture. Je pense qu'on s'imprègne, tu vois, de la culture thaï. Et du coup, on veut vraiment aider les autres. Ok, du coup, tu as fait le lien avec ma prochaine question. Est-ce que tu peux me dire en quoi Bangkok est propice pour les entrepreneurs? Est-ce que c'est une ville qui est vraiment propice à l'entrepreneuriat? Il est propice à l'entrepreneuriat, mais pas de toutes les manières. Ok. En Thaïlande, si vous créez une société thaïlandaise, dans la théorie, et aussi je dirais dans la pratique, mais pas tout le temps, les sociétés thaïlandaises doivent être détenues à 51% par des Thaïs. Ouais, majorité. Cependant, il existe des types d'activités qui vous permettent de créer des sociétés qui vont être détenues à 100% par des étrangers, Ok. à condition que ça n'impacte pas l'emploi. L'emploi En Thaïlande. ouais. Par exemple, demain, vous créez une société, vous voulez créer une société de taxi, c'est pas possible. Ouais, Par contre, si vous souhaitez créer une société de consulting pour des clients qui sont en dehors de la Thaïlande, c'est tout à fait possible. Ouais, ça a du sens. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que c'est propice à l'entrepreneuriat? Eh bien, je dirais que c'est tellement optimisé niveau service que, waouh, votre journée, vous pouvez vraiment la passer à faire que ce qui rapporte le plus de valeur. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire le ménage parce que ça coûte vraiment pas grand-chose de le déléguer. Commander de la nourriture, ça coûte moins cher que de la cuisiner soi-même. Ouais, vrai. En fait, tout est facilité pour que vous n'ayez qu'à faire ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est quand même pour les entrepreneurs excellent. Ouais, en fait, on peut même le chiffrer. Je pense que vous pouvez facilement vous libérer 2 à 3 heures par jour en enlevant toutes ces tâches. Moi, depuis que je suis en Asie, enfin depuis même que je voyage quasiment, c'est le temps que j'ai réussi à me libérer par jour. Donc, c'est quand même beaucoup. Pour pouvoir me consacrer à mes projets perso. C'est comme ça que j'ai lancé YouTube, tu vois. C'est justement en ayant ce extra time, tu vois, où j'ai pu me dire, ok, bon, là, je vais pouvoir me concentrer sur quelque chose de nouveau. Mais après, ça peut être, vous voulez apprendre à jouer de la guitare, je sais pas, ou vous voulez faire plus de muscu, on s'en fout. En fait, avec ce temps que tu as en plus, tu vas pouvoir vraiment y consacrer à tes passions. Et pareil, pour ceux qui aiment aller à la salle de sport, à chaque fois dans les condos, vous avez une belle salle de sport. Vous passez pas tout simplement 15 minutes aller, 15 minutes retour, aller à la salle de sport. Donc, c'est 30 minutes par jour d'économiser. Vous allez être aussi plus régulier dans vos entraînements, etc. Donc, tout ça pour dire que déjà, niveau lifestyle, ça a un impact sur votre productivité et votre niveau d'énergie. Je suis d'accord. Parce que c'est pas juste ah oui, je gagne du temps, mais c'est pas grave, c'est une histoire d'énergie aussi. Donc, je dirais que c'est vraiment propice, encore une fois, de par ce qui découle de la culture, donc dans le service. Et ensuite, je dirais pourquoi est-ce que c'est propice? Parce que, comme on le disait juste avant, les entrepreneurs francophones à Bangkok
s'entraident vraiment par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres destinations. Et dans d'autres destinations, j'ai pu voir aussi que les gens s'entraidaient, mais qu'ils n'avaient pas non plus le niveau des entrepreneurs à Bangkok. Par exemple, à Dubaï, je trouve qu'il y a aussi des entrepreneurs qui sont très très bons, mais je trouve qu'il y a un peu plus une compétitivité qui s'installe, qui n'est pas forcément saine finalement entre les uns et les autres. Okay. Et je dirais que à Bangkok, c'est des entrepreneurs qui sont peut-être moins bons que ceux à Dubaï, mais par contre, il y a beaucoup plus d'entraide. Ok. Voilà. Après, comme partout, dans toutes les destinations, il y a aussi des filous, il y a aussi des scammers. Voilà, ça c'est un peu comme partout. Mais globalement, je dirais que c'est super propice aux entrepreneurs. Ici, même chose, vous allez dans n'importe quel café, super connexion Internet. Ça, c'est important de le préciser en Thaïlande. Même si vous êtes sur des îles un peu genre aléatoires ou quoi, la connexion Wi-Fi, vous êtes à 500-600 mégabits par seconde. En plein milieu d'une île, même le réseau 4G, 5G de partout, c'est fou, hein, c'est fou. Et tu vas chez les pays voisins, des fois, genre Vietnam, désolé, mais Vietnam, qu'est-ce que je galère avec Internet à chaque fois. Donc, tu vois, Thaïlande là-dessus, c'est number one. Hein. Et encore une fois, je dirais que le hub, encore une fois, aérien, c'est important parce que pour les gens qui voyagent pour le travail et qui veulent simplement avoir une base à Bangkok, c'est quand même pas mal. Je dirais que en termes d'inconvénients pour les entrepreneurs à être quand même ici, c'est le décalage horaire. Parce que si vous avez des clients en France, vous avez entre 5 à 6 heures en fonction des saisons. Donc ça peut être un inconvénient quand même. Et je dirais que l'investissement, par exemple immobilier, j'entends beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi parce que tu sais, en Thaïlande, tu ne peux pas détenir des terrains en tant qu'étranger. Mais des appartements, vous pouvez. Et donc j'entends beaucoup de gens qui se font soit un petit peu avoir ou alors qui font des trucs pas très carrés dans les îles où ils achètent des terrains, ils font construire, c'est pas à leur nom, mais ils ont confiance en la personne jusqu'au jour où. Attention. Hein. Donc je dirais que c'est un environnement propice pour les entrepreneurs, mais il faut pas succomber, je dirais, au chant des sirènes qui sont de faites-moi confiance. Attention à ça. Voilà. Attention à ça. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, mais restez sur vos gardes quand même. Voilà. Faire des papiers en mode oui. Je suis un étranger, mais j'ai 100% de la société parce qu'un Thaï que je connais a signé. Et puis après, il vide le compte bancaire. C'est déjà arrivé et ça continuera d'arriver. Parce que tant que les gens utilisent des méthodes un peu qui ne sont pas légales, ils seront aussi à voir. Voilà. Exactement. Donc, c'est propice, mais pour les gens qui ont une certaine discipline. Je dirais que Bangkok a aussi l'inconvénient de faire chuter beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent ici et qui perdent un petit peu la boule. Parce que la différence avec beaucoup d'autres destinations dans le monde, Bangkok a une particularité, c'est que tout ce que vous souhaitez réaliser, si quelqu'un est capable de vous l'offrir et qu'il y a un prix dessus, vous pouvez le faire. Absolument tout. Tout le monde a un prix. Voilà. C'est ça. Donc, contrairement à d'autres destinations où peut-être parfois il y a plus d'argent, où il y a plus de liberté, mais il n'y a pas le service, en Thaïlande, vous avez vraiment, vraiment très très peu de limites à ce que vous pouvez réaliser. Et donc, le truc, c'est que parfois il y a des gens qui se perdent un petit peu. Donc il faut avoir une discipline parce que je suis d'accord. Entrepreneur, euphorie, je gagne de l'argent, je veux le dépenser, de l'expérience, recherche de dopamine constante. Au bout d'un moment, attention, il y a beaucoup de gens qui ont dû quitter la Thaïlande parce que ils se perdaient. Ouais, tu as défini le Bangkok syndrome. C'est vraiment compliqué. Ouais. Trop de distractions. Beaucoup trop de distractions. Faut être très dur avec soi-même et avoir la routine, tu vois, que tu as listée juste avant, c'est parfait. C'est un bel exemple de ce qu'il faut faire. Justement. Et si on va prendre un cas d'étude, un cas pratique. Si, admettons, il y a quelqu'un qui est en France, en Belgique, peu importe le pays, qui gagne à peu près avec, par exemple, du freelancing ou du e-commerce, peu importe. On va dire qu'il se fait à peu près 2000 euros par mois. Il veut venir à Bangkok. C'est une bonne idée ou pas ? Est-ce que tu penses qu'il va faire évoluer son business ou est-ce que tu penses que c'est peut-être pas la meilleure destination pour faire ça ? Je pense qu'il va développer son business parce que les gens qui vivent à Bangkok, pas forcément ceux que je côtoie dans mon cercle d'amis proches, mais les gens que je vois qui sont entrepreneurs francophones à Bangkok d'une manière générale, je pense qu'ils gagnent plus que ça. Donc, est-ce qu'avec 2000 euros par mois, vous allez bien vivre à Bangkok ? Je pense que vous allez vivre mieux qu'en Belgique ou en France. Ça, y a le jour et la nuit, je pense que... Ouais. Par contre, faudra juste quand même peut-être pas tout le temps manger dans des restaurants européens. Pas flamber à chaque fois. Voilà, pas flamber à chaque fois. Mais je pense pas que vous allez réussir à mettre énormément d'argent de côté. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous allez remarquer que vous allez dépenser beaucoup moins
en termes d'objets matériels et vous allez dépenser davantage en services. Je trouve qu'en Europe, d'une manière générale, les services ne sont pas autant développés ou démocratisés. Non. Et puis pas aussi intéressants sur le plan financier. Abordable, ouais, c'est clair. Donc du coup, ça ne donne pas envie de le faire. Ouais, non. Tandis qu'en Asie, d'une manière générale, et à Bangkok, vous avez énormément de services. Donc, vous allez vous surprendre parfois à dépenser pour du service. Et c'est top parce que vous allez dégager du temps. Et du coup, vous allez gagner plus avec votre business. Donc, l'un dans l'autre, vous allez vous y retrouver. Pourquoi est-ce que aussi la Thaïlande, je pense que c'est un environnement qui est très propice aux entrepreneurs, c'est que la fiscalité. On n'en parle pas, mais la Thaïlande, c'est pas un paradis fiscal, sauf pour les gens qui ne ramènent pas leur argent en Thaïlande. Exactement. Ça veut dire que, quand même, c'est un des rares pays qui est aussi développé, qui a une taxation territoriale. Alors en gros, une taxation territoriale, c'est très simple. C'est, admettons que vous habitez en Thaïlande, à Bangkok, et que vous avez des clients et une entreprise qui sont en dehors de la Thaïlande. Eh bien, tout l'argent que vous ne rapatriez pas sur un compte bancaire en Thaïlande, tout simplement n'est pas taxé. Aussi simple que ça. Donc, en fonction des années par le passé, il y avait d'autres lois qui étaient un petit peu différentes. Vous pouviez le ramener en Thaïlande si l'argent était fait l'année précédente. Aujourd'hui, la loi a changé. Donc, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui lisent les commentaires et des gens qui se trompent en disant non, c'est pas comme ci, c'est comme ça. Je suis très impliqué dans la fiscalité, etc. Et donc, je peux vous le dire, c'est comme ça en ce moment. Je dirais que l'inconvénient des pays d'Asie du Sud-Est, c'est que les lois sur le plan politique peuvent rapidement changer. Elle change très vite. Voilà. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être plus forcément le cas dans 1 an, dans 2 ans. Ouais. Gros avantage pour les entrepreneurs ici, c'est le nombre de visas que vous avez pour vous expatrier. Ouais, c'est vrai. C'est quand même génial. Elite, DTV, il y en a plein. Donc, top. Moi, personnellement, je suis le détenteur d'un visa qui s'appelle Thai Elite, qui s'appelle Thai Privilège, qui est un visa que vous pouvez acheter sur une période entre 5 à 20 ans. Vous avez aussi le visa DTV qui vous permet de rester maintenant, il me semble, 12 mois. Je peux rester 6 mois et l'étendre 6 mois de plus. Exactement. Et vous avez d'autres visas que je ne recommande pas, comme par exemple des visas étudiants. Je ne recommande pas parce que si vous faites le étudiant, après vous aurez du mal à passer sur d'autres types de visas parce que c'est bizarre de passer de volontaire à ensuite étudiant, à ensuite vous avez un permis de travail. Ils vont se dire, ils se moquent de nous. Étudiant, tu peux avoir la résidence fiscale ici Étudiant, tu peux avoir la résidence fiscale, mais tu ne peux pas payer de taxes. Même chose. Qui est problématique. Voilà, même chose avec le volontaire. Donc vous n'allez pas pouvoir être propriétaire d'un tax ID, qui est l'équivalent du numéro fiscal en France. C'est le golden ticket, comme on dit. Donc il y a ça qui est quand même top. Et pour plus rentrer en détail sur ta question des 2 000 € par mois, je dirais que si vous vous mettez un condo à 500-600 € par mois, je peux vous en donner des exemples très concrets. Il y a par exemple 2 condos qui me viennent à l'esprit comme ça, dans des budgets de 500 à 700 € par mois. Vous allez avoir les Parc Origine. Vous avez Parc Origine Soi 24, vous avez Parc Origine Tonglor, qui sont 2 tours à Bangkok, qui sont super dans ces budgets-là. Et puis après, vous mangez un peu thaï, vous... Voilà. Et sur les logements, je rebondis là-dessus. L'an passé, j'étais au IDO 9. Ouais. Et je sais que lui est allé sur l'année, si jamais quelqu'un veut venir sur 1 an, il tournait autour de 600 € le mois. Voilà. Et franchement, j'en ai pris plein les yeux. Ce condo était incroyable. Donc, il y a une super offre, je trouve, niveau logement à Bangkok. Ça construit. Il y en aura d'autres. Donc là-dessus, c'est cool. Puis comme tu dis, on a vraiment tout le confort. C'est-à-dire que dans ta barre d'immeuble, tu as ta salle de sport. Tu as des fois en bas le Starbucks, la Supérette, le 7-Eleven. Donc il y a tout ce qu'il faut. Au final, c'est un peu une ville en fait. C'est un peu une ville. Tu peux passer une semaine dans ton condo. Ça fait bizarre de dire ça, mais en fait, c'est possible. Dans le building dans lequel on est là, il y a des facilities, mais tu pourrais vraiment rester longtemps. Très très longtemps. Donc top du coup pour quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois. Et je pense que naturellement, il se dirigera vers quelque chose de plus grand plus tard. Parfait. Du coup, tu as fait le lien avec ma question d'après, encore une fois. Est-ce que tu as déjà fait, toi en tant qu'entrepreneur, des erreurs ? Et si tu veux bien les lister ou indiquer un petit peu, comme ça, s'il y en a qui nous regardent, qui veulent entreprendre, qu'ils ne refassent pas les mêmes surtout. Je dirais que déjà, à tous les niveaux, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que plus vous allez faire du business avec le temps, et parfois les années vont vous laisser penser que vous n'avez pas besoin de rédiger un contrat. Parfois les années vont vous laisser penser que vous pouvez donner l'accès au compte bancaire à quelqu'un parce que vous lui faites confiance et parce que... il va rien se passer. Attention à ça. Voilà, donc je pense que confiance, ok, mais contrôle aussi, c'est important. Et je dirais qu'il faut essayer des choses nouvelles
Moi, pendant très longtemps, je m'enfermais finalement dans un business qui était la vente de formation Ouais. et le coaching, etc. Et j'en étais arrivé au point où je me demandais est-ce que je suis à même de faire autre chose. Et donc j'ai eu cette période de transition qui a duré à peu près 1 an où voilà, waouh, ah ouais, je faisais d'autres choses. Et je me disais, ah ouais, en fait, ces compétences que j'ai développées, je peux les utiliser sur d'autres business. Et à un moment donné, j'étais bloqué à un certain niveau de revenu où je me disais, mince, j'arrive pas à dépasser ce plafond de verre. Et au final, j'ai simplement fait des choses différentes qui m'ont permis de ensuite gagner plus, Scaler, hop. travailler moins en plus de ça, créer davantage d'emplois, faire des choses qui me plaisaient davantage. Donc je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en question sur la manière dont vous faites les choses. Moi j'aime bien quand il y a des gens qui me demandent quel genre de business tu ferais. Moi je dis, imaginez-vous déjà retraité, où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous feriez pour le plaisir, et ensuite, est-ce que vous pouvez habiter là-bas, faire ce que vous voulez faire même si vous n'étiez pas payé, et trouver le moyen de gagner de l'argent avec ça. Ouais. Je trouve que c'est la manière la plus saine finalement de se créer un vrai plan de vie sur le long terme. Je pense que tout le monde a besoin aussi de stimulation intellectuelle. Ouais, je suis d'accord. Et puis on a tous des cycles de vie différents, hein, donc vous mettez pas trop la pression, vous allez changer avec le temps. Moi personnellement, j'ai eu des gros coups de pression des fois dans ma carrière d'entrepreneur quand j'ai vendu des entreprises où je me disais waouh, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui partait. Donc c'est comme si du jour au lendemain on te disait tu peux plus faire de vidéos YouTube. Waouh, tu vois, c'est ce qui t'anime quoi. Donc c'est quand même important. Je pense qu'il faut se concentrer déjà sur ce que je vous ai partagé là et aussi travailler votre communication. Dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles, c'est extrêmement important. Essayez de comprendre l'intérêt des interlocuteurs que vous avez, essayez de comprendre si vous pouvez les aider et si oui, comment. Et puis après, niveau business, je pense que le plus important, c'est d'avoir une bonne mentalité, que vous souhaitez apporter de la valeur aux gens et pas faire quelque chose de bizarre. Moi, à chaque fois, je comprends pas les gens qui essayent de scammer ou machin. Je me dis, mais c'est tellement plus simple de faire de l'argent normalement. Vous allez construire de la valeur d'entreprise. C'est vrai qu'il y en a qui dépensent quand même beaucoup d'énergie à essayer de scammer les autres. Hein. Ouais, donc moi, j'ai jamais trop compris ça. Donc je pense qu'il faut rester droit dans ses baskets. C'est vraiment comme ça que vous allez gagner sur le long terme. Je pense que ce qui a le plus de valeur aujourd'hui que vous ne voyez peut-être pas, c'est la confiance que les gens vous accordent. Et plus vous allez augmenter finalement ce niveau de confiance, et plus les gens vont vouloir travailler avec vous. Moi, par exemple, ça fait 10-12 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai jamais scammé personne. J'ai jamais fait de trucs bizarres. Quand il y avait eu la période des clashs et tout, là. Il s'est passé plein de trucs. Je suis jamais rentré dans tous ces trucs. Quand il y a eu la période des NFT, je me suis fait contacter par plein de gens qui m'ont dit « Viens, on va scammer ta communauté, on va faire des millions et des millions. » Je m'en fous, j'ai pas envie de faire ça en fait. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, vous allez gagner la confiance des gens. Et ils vont vouloir travailler avec vous. C'est naturel. Donc, protégez votre image, protégez votre personal branding, protégez la confiance. Et vous allez voir avec le temps, les gens vont davantage travailler avec vous. Vous allez gagner plus d'argent, tout simplement. Ok, top. Et donc, tu as cité un truc juste avant, c'était au niveau des budgets, quand je parlais d'un jeune entrepreneur qui veut venir à Bangkok. Quel est on va revenir un peu dessus. Toi, tu penses qu'il faut combien par mois pour avoir une vie décente à Bangkok? Alors attention, décente. Ok. 2000, c'est déjà top. Ouais, voilà. Mais je dirais qu'une vie sans restriction, je dirais que c'est entre 3000 et 4000 euros en fonction de où est-ce que vous voulez vivre. Parce que le logement il y a une énorme différence. Par exemple, si vous me dites j'ai envie de vivre à Chiang Mai dans un petit appart comme je vivais quand je suis arrivé à l'époque, vous allez payer 500 euros par mois. Ouais, même moins en fait. Moi j'avais un truc sympa pour 550 et je savais que je pouvais prendre moins cher, donc je confirme. Voilà. Puis la vie sur place, elle coûte vraiment pas cher. Ouais, voilà. Par contre, si vous me dites j'ai envie de vivre à Kamala, à Phuket, dans une petite villa coquette, je vais vous dire là il faut plus 30 000 euros par mois de loyer. Non, donc ça dépend énormément de où est-ce que vous habitez. Mais je dirais une vie sans trop de restrictions. Entre 3 000 à 4 000 euros par mois. Moi, de mon point de vue, je pense que c'est aussi jouable à 2 000 euros si on est quelqu'un qui est très dur avec soi-même et qu'on sait se contrôler. Typiquement, alors qu'est-ce que j'entends par là? Bangkok, c'est une ville où vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup de soirées, donc beaucoup d'événements comme ça, beaucoup d'activités. En vrai, si tu es assez focus sur toi-même, que tu as une routine assez stricte, que tu dépenses pas trop d'argent en boîte de nuit, que tu n'achètes pas une bouteille de Belvédère tous les week-ends, 2 000 euros, même un tout petit peu moins. Ouais. C'est jouable en fait. C'est jouable et je parle en ayant un condo à 500-600 par mois. En vrai, c'est street food ou même en commandant local, c'est 3-4 euros. Ouais.
Ne faites pas l'erreur de rentrer dans des calculs de combien vous allez économiser si vous Non. cuisinez. Hein. Faut Non, vraiment non, pas aller dans ça on cette oublie, et direction. ça je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, on oublie. Ça coûte, en fait, le problème aussi, ça c'est important de le dire, c'est que les gens quand ils cuisinent, ils se disent ouais je vais me faire ma propre bouffe pour économiser de l'argent. En tant qu'occidentaux, on va chercher des produits occidentaux. Donc qu'est-ce qui se passe? Votre pot de fromage blanc il vous coûte 6 euros, 7 euros. Au Vietnam j'ai vraiment payé 8 euros un pot de fromage blanc de 1 kg. Voilà, c'est pour donner une idée un peu, mais il me le fallait donc voilà. Mais il y a des trucs, en fait c'est super cher, une sauce tomate, des fois vous allez payer 3 euros, la barilla machin et tout. Donc ouais, automatiquement quand tu dis je vais faire des pâtes au thon, je sais pas quoi, avec une sauce tomate, des fois le plat il te coûte 4 euros. Donc voilà, je pense que 3 000 euros par mois, vous êtes vraiment bien à Bangkok. Ouais. Je pense que 3 000 euros par mois, vous êtes très bien à Phuket aussi, mais pas dans les zones les plus... Non, plutôt Central. Ouais. Moi je suis allé à Central dernièrement et bon bah t'es un peu plus loin des plages, mais le condo tip top 500 euros par mois. Moi, j'ai vu ta vidéo, très bien. Ouais. Voilà. Donc top, pareil, le moyen de locomotion. Bon, toi, t'avais une petite moto qui était sympa, mais les gens peuvent prendre des petits scooters, je suis un etc. frimeur moi, donc il me fallait un truc sympa pour Phuket. Mais oui, sinon ouais, tu prends un Scoopy, c'est un 115cc ou un truc comme ça, c'est quoi, 90-100 euros le mois? Ouais, même moi. Ouais, même moi, ouais, Scoopy c'est moins cher en marque. Donc ouais, vous pouvez très bien vivre. Chiang Mai, je dirais que vous pouvez vivre pour 1 200 euros par mois. Donc ça dépend vraiment, voilà, de la ville que vous choisissez. Si vous habitez à... Moi, je vais te dire le profil des francophones. Le profil des francophones qui vivent à Bangkok, c'est des gens qui gagnent à peu près 3 000 euros par mois, qui ont une copine et qui vont... peut-être qu'ils vont gagner 4 000 euros par mois et qui vont en dépenser 3 000. Je dirais que les gens qui sont venus et qui sont partis, c'est des gens qui faisaient beaucoup de soirées. Des gens qui faisaient beaucoup de soirées, qui se sont fait scam par des nanas. Et voilà, c'est les profils des gens qui viennent et qui repartent. Ce qui veut dire que ouais, les gens à Bangkok vont pas forcément économiser beaucoup d'argent parce qu'il y a trop de tentations peut-être. Ouais, je pense que les gens qui restent, c'est ceux qui ont pas mal de discipline. Voilà, je te donne l'exemple de la personne qui est derrière la caméra, qui s'appelle Antoine, qui du coup tourne, qui nous aide à tourner cette vidéo, qui est ici depuis, ça fait 3 ans maintenant. 2 ans, pardon. Et du coup, bah voilà, quelqu'un de très discipliné, tu vois. Et donc, bah lui, il a aucun souci, tu vois, à rester ici sur le long terme. Donc, je pense que ça dépend vraiment, tu vois, de ce profil. Mais je pense que de toute façon, ce qui fait un entrepreneur, c'est sa discipline. Ouais. Donc, ok, hyper intéressant. Question d'après, on va plutôt parler de ton futur. Waouh. Quels sont tes projets futurs à Bangkok? Est-ce que tu souhaites rester à Bangkok? Alors, donc, j'ai mis en vente l'intégralité de mes appartements que j'avais achetés pour la plupart durant la pandémie. Donc, je suis très content des offres évidemment. que je reçois et des loyers qui sont proposés. Et du coup, j'ai vendu mes restaurants aussi. Pourquoi ? Parce que la pollution, vraiment, m'impacte trop. Il y a aussi le fait que je vis à Bangkok depuis 7-8 ans. Donc, j'ai un peu fait le tour. Et je pense que je suis un profil différent de ma vie. Ok. Je pense on évolue, que, hein. Ouais, on évolue. Je pense qu'aussi j'en ai un peu marre du trafic. Je pense aussi que j'aimerais bien être plus chill, plus calme. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, je sortais beaucoup. Donc Bangkok, ça faisait vraiment sens. Mais bah, aujourd'hui, je sors beaucoup moins. J'ai aussi des centres d'intérêt différents. Je préfère aller jouer au golf. J'aime beaucoup voyager. Un peu plus de calme, peut-être? Beaucoup plus de calme aussi. La qualité de l'air, la qualité de ce que je vais manger. Par exemple, là, tu vois, j'aimerais bien avoir un cuisinier. Ok. Moi, j'ai un appartement qui fait, entre guillemets, que 160 square meters. Alors, c'est beaucoup, mais c'est pas assez pour justifier d'avoir un cuisinier. C'est un peu bizarre. La seule raison pour laquelle il faut cuisiner en Thaïlande, c'est juste pour avoir un meilleur contrôle sur ce que vous mangez. C'est tout. Donc, et puis je pense que simplement, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie d'aller à Phuket, me louer une belle villa ou m'acheter un appartement, vue mer, changer un petit peu. Mais c'est principalement la pollution qui fait que j'en ai un peu marre. Et puis aussi, pendant des années, je cherchais un niveau de confort ultime. Je pense que honnêtement, là, le setup que j'ai à Bangkok, il est ultime. Ouais, je confirme. Je pense que là, honnêtement, t'es dans un des plus beaux appartements de Bangkok. Il y en a des plus chers, mais je pense qu'en termes de balance par rapport à tout, c'est très, très, très compliqué de faire mieux. Et donc, ça m'intéresse pas de chercher le truc le plus cher, le plus machin. Par contre, je voulais un très, très bon niveau de confort. Mais aujourd'hui, je suis prêt à faire des concessions sur mon confort et avoir une meilleure qualité de vie au quotidien. La santé, tout ça. La santé, c'est quand même plus important. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je vais me diriger vers Phuket, autour du quartier de Bang Tao ou peut-être Rawai, un peu plus dans le sud. Très sympa. De Phuket. Tout va dépendre de l'offre en termes de logement,
que je vais trouver. Parce que je connais déjà bien Bang Tao, Kamala, je connais un peu moins Rawai. Donc voilà, je vais explorer tout ça. Voilà, c'est pour ça que je mets en vente ou que j'ai vendu la plupart de ce que j'avais ici à Bangkok. Hyper intéressant. Est-ce que tu as hésité avec d'autres destinations ou pas? Ouais, complètement. J'ai hésité avec Singapour. Donc là, j'en reviens. J'étais une semaine à Singapour et avant ça, j'étais une semaine à Bali. Alors pourquoi pas Singapour? Ce qui m'intéressait à Singapour, c'est un peu un copier-coller de Bangkok version plus calme. Beaucoup plus calme et beaucoup plus propre, beaucoup plus lissé. Et puis aussi le fait qu'il parle anglais. Ouais. Ça pour le coup, ça c'est un avantage. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Mais par contre, je trouve que ce qui me manque à Singapour, c'est, en tout cas ce qui ne me correspond pas à Singapour, c'est déjà le coût du lifestyle pour ce que vous avez en retour. Ça veut dire que c'est beaucoup plus cher et c'est, je trouve, vraiment moins bien. Que ce soit en termes de service ou en termes de ce qu'on vous propose en termes d'offres. Donc ça c'est un peu délicat pour moi d'accepter ça. Pour vous donner une idée, par exemple, j'ai visité des appartements comme celui-ci à Singapour qui étaient 4 fois plus chers. Et au niveau des prestations, tu étais similaire ou... Beaucoup moins bien. Ah voilà. Beaucoup moins bien, beaucoup moins récent et 4 fois plus cher. Donc décevant. Vraiment décevant. Donc ça m'intéresse pas. Et donc à la suite de ça, j'ai rencontré avocat fiscaliste, etc. Singapour et c'est beaucoup d'administratifs, c'est compliqué, t'es même pas sûr d'avoir l'upside, d'avoir la résidence permanente, etc. C'est vraiment ennuyeux. J'ai passé beaucoup d'entretiens. Au final, la conclusion qu'on m'a dit, c'est qu'il faut mettre un montant d'argent qui est démentiel sur un compte bancaire et que même ça garantit pas le fait d'avoir la résidence permanente. J'ai fait écoutez, moi je vais pas déplacer autant d'argent si c'est pour même pas être sûr d'avoir le visa. Donc il y a ça. Et puis aussi les Singapouriens, j'ai un peu du mal parce que beaucoup moins serviable. Beaucoup moins serviable. Après la Thaïlande met le niveau tellement haut, la barre tellement haute que c'est dur après de trouver la même chose ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Mais je trouve par exemple, tu vois, dans les pays d'Europe de l'Est, ils sont assez serviables. Ils sont assez froids de prime abord, mais très serviables. Donc ce que je pense, c'est que vraiment la différence entre le service à Singapour et le service à Bangkok, c'est vraiment l'aspect... C'est pas dans la culture de Singapour que d'être dans le service. Donc il y a ça, et ça se ressent à tous les niveaux. Donc, et même les Singapouriens eux-mêmes, les avocats fiscalistes avec qui j'ai traité, on en a échangé, on en rigole parce que c'est comme ça. Et l'offre en termes de logement est pas ouf du tout. En fait, Bangkok a juste plus à offrir, je suis d'accord. tout simplement. Carrément. Et puis Singapour, c'est une petite ville, l'air de rien. Ouais, c'est assez petit. Moi, j'y suis allé qu'une fois pour le Grand Prix, donc c'était la ville, elle était on fire, tu vois. Et je me suis dit, le reste de l'année, je me demande ce que ça donne. En fait, c'est toujours comparé à quoi? Singapour, c'est une très belle, ville, très moderne, super. Mais par rapport à Bali, par rapport à la Thaïlande, ça n'a rien à voir. Donc, maintenant, si vous êtes dans le domaine de la finance et que vous êtes passionné de Formule 1, je sais pas quoi, Singapour, ça peut être super. C'est vraiment en fonction des profils. Mais moi, en tout cas, je ne choisirais pas Singapour dans mon profil actuel. Ok. Et Bali, tu y avais songé ou pas du tout? Bali, j'étais une semaine avant d'aller à Singapour, j'étais à Bali. Le truc, c'est que Bali, il n'y a pas la même fiscalité qu'en Thaïlande. C'est-à-dire que là, on parle d'une taxation qui est internationale. Cela veut dire que vous allez payer de l'impôt sur ce que vous gagnez dans le monde entier, que vous le rapatriez ou pas en Indonésie. Je dirais que Bali, dans ma situation aujourd'hui, je ne le ferai pas parce que les infrastructures. Je suis habitué en fait à avoir des infrastructures comme des hôpitaux ou comme des centres commerciaux ou potentiellement, parce que j'ai envie d'avoir une famille, des écoles qui sont à un niveau en fait d'attente que j'ai aujourd'hui. Mais si vous avez moins d'attente que moi, c'est possible que ça vous convienne complètement. Je dirais que le coût de la vie à Bali, il est très 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 variable. Si vous habitez à Berawa, qui est dans le centre de Canggu, il va falloir un peu plus de budget. Par contre, si vous allez un petit peu en dehors de ça, vous allez par exemple à CC, c'est déjà beaucoup plus abordable. Moi, je suis à Pererenan, juste avant. Voilà, à Pererenan aussi, largement meilleur ratio qualité-prix, et vous n'êtes pas dans le bordel de Canggu, quoi. Non, mais vous n'êtes pas loin non plus. Donc, vous n'êtes pas loin non plus. C'est vrai que CC, c'est peut-être un petit peu loin. Moi, ça me dérangerait pas, mais oui, c'est sûr que oui, pour certains, si tu conduis pas un scooter, ça peut être compliqué. Moi, j'aime beaucoup Uluwatu, j'aime beaucoup Berawa. Voilà. Donc à Bali, top. Mais juste, je choisirais pas pour vivre Bali dans ma situation aujourd'hui. Par contre,
si je devais refaire mon expatriation quand je suis arrivé en Thaïlande, que j'avais 21 ans, j'aurais choisi aujourd'hui peut-être Bali. Ok. Pendant peut-être 3-4 ans parce que quand même, style de vie plus sain. Je pense qu'aussi c'est plus chill. Les gens s'entraident aussi beaucoup. Ouais, Bali, rien de trade, hein. Donc top. Je trouve qu'il y a une bonne mentalité d'entrepreneur à Bali, très très cool. Je trouve que Bali est plus simple en termes d'expatriation pour une première expatriation que la Thaïlande. Oui. Parce que la Thaïlande, il y a quand même un choc culturel ouf. Ouais, puis en fait ça paraît un peu plus accessible Bali, enfin on dit Bali, l'Indonésie, mais... Il y a beaucoup d'expats. Le pourcentage d'expats à Bali versus en Thaïlande de manière générale ou même à Phuket pour vraiment comparer ce qui est comparable. Waouh. Puis c'est une île, les gens vont, quand ils s'expatrient, ils vont pas forcément à Lombok, ils vont vraiment quasiment tous à Bali. Donc automatiquement, voilà, c'est moins grand. Il y a des agences dans tous les sens pour faire la paperasse. Ça va assez vite quand même. Puis vous avez l'impression qu'ils connaissent tout le monde au gouvernement, donc ça fait tac tac tac. Non, t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, en effet, ça se passe bien. Et donc c'est plus simple en fait pour une première expatriation. Moi je suis en plein dedans, hein, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que la Thaïlande ça impressionne un peu plus, mais sur le long terme je pense que c'est mieux. Je pense que pour construire une famille, la Thaïlande c'est pas mal. Je pense que tout dépend du setup que vous créez, de ce que vous désirez. Mais moi typiquement, dans ma situation aujourd'hui, qui est, je vais avoir 32 ans, j'ai envie de construire une famille, je suis sensible à la pollution, je sors assez peu finalement, peut-être... une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Donc je peux pas retirer ce que je retirais avant de Bangkok. Ouais, bien sûr. Voilà, donc tout simplement, ça me convient moins. Donc c'est pour ça que je m'en vais, tout simplement. Tu t'assagis. Voilà. Ok, parfait. Du coup, ça va être Phuket. On fera un prochain podcast, ça. Phuket, du coup. Excellent. On va faire l'évolution. Ok, top. Écoute, on a fait le tour de ce podcast. J'ai une dernière question, du coup. Oh là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Théophile Hélier pour ses prochaines années? Ah, que c'est gentil. Je dirais trouver un partenaire de vie, ça pourrait être sympa. Et de continuer d'exploser ce qu'on fait avec Online Asset. Voilà, parce que ça me stimule intellectuellement, que c'est en fait un mix de tout ce que j'ai appris ces dernières années, tout ce que j'ai expérimenté en termes de business en ligne et d'investissement. Donc je dirais voilà, c'est un petit peu l'extase sur le plan intellectuel, et puis construire une famille, puis me poser à Phuket avec une bonne qualité d'air, tout simplement. Du coup, merci Théo pour ce podcast, ça a été hyper intéressant. Merci on a appris toi. plein de choses sur la Thaïlande, sur Bangkok, donc parfait. En tout cas, si jamais vous ne suivez pas encore Théophile sur YouTube, je vous invite à le faire, à regarder ce qu'il fait. Il fait des super vidéos sur l'investissement notamment. Vous abonnez aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo pour le référencement. Et comme d'habitude, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. À très bientôt, sawadee krap.